Je me souviens encore de la première fois que j'ai vu son profil. Il s'appelait Marc, et sa photo montrait un sourire chaleureux, presque réconfortant. Ses messages étaient polis, ses questions intéressantes, et dès le début, il semblait y avoir une connexion naturelle entre nous. Ce n'était pas mon premier rendez-vous via une application, alors j'étais plutôt prudente. Mais avec lui, tout paraissait simple. Après quelques échanges, il m'a proposé de nous rencontrer dans un petit restaurant du centre-ville. Un endroit cosy et tranquille, avait-il écrit, parfait pour discuter sans être dérangé. J'avais fait mes recherches sur le lieu. Un restaurant bien noté, discret, où l'ambiance semblait apaisante. Rien de trop extravagant, mais parfait pour un premier rendez-vous. Je me suis dit que c'était un bon signe, quelqu'un qui aimait la simplicité. Le jour du rendez-vous, je me préparais comme à mon habitude, mais une petite nervosité persistait. Ce n'était pas la première fois que je rencontrais quelqu'un de cette façon, mais il y avait toujours cette part d'incertitude, ce moment où l'on se demande si la personne rencontrée en ligne est réellement celle qu'elle prétend être. Cependant, en revoyant nos échanges, je me suis rassuré. Tout semblait normal. Le début du dîner se passa bien. Marc était poli, légèrement timide, mais cela ne me dérangeait pas. Il me posait des questions sur mon travail, sur mes loisirs, et je me surprenais à apprécier la conversation. Cependant, quelque chose changea au fil du repas. Il commença à se taire de plus en plus, répondant par des phrases courtes, presque murmurées. Son sourire, qui au départ était rassurant, s'effaça lentement pour laisser place à une expression que je ne saurais décrire. Une sorte de concentration étrange. Comme s'il m'observait sous un microscope. Ses yeux, eux, devinrent plus insistants. Il ne quittait presque plus mon visage, suivant chacun de mes gestes avec une attention malsaine. Plus le silence s'installait, plus je sentais un poids sur mes épaules, une tension grandissante que je ne parvenais pas à dissiper. J'essayais de relancer la conversation plusieurs fois, mais il se contentait de hocher la tête ou de répondre brièvement, puis replongeait dans ce silence lourd. Je me mis à remarquer des détails qui, au début, m'avaient échappé. La manière dont il évitait de parler de lui, toujours changeant de sujet lorsqu'il s'agissait de son travail ou de sa vie personnelle. Au début, je n'y avais pas prêté attention, pensant qu'il était juste réservé. Mais maintenant, cela me mettait mal à l'aise. Il y avait cette sensation inexplicable, ce frisson qui parcourait ma nuque, me faisant sentir que quelque chose n'allait pas. Lorsque Marc se leva pour aller aux toilettes, je sentis un léger soulagement. C'était comme si la pression s'était soudainement relâchée. Je profitais de ces quelques instants pour reprendre mon souffle, essayant de comprendre pourquoi l'atmosphère était devenue si pesante. Peut-être étais-je en train d'imaginer des choses. Pourtant, cette sensation d'être observé de manière intrusive ne me quittait pas. Alors que je jouais nerveusement avec mon verre d'eau, le garçon du restaurant s'approcha discrètement. Il avait l'air sérieux, presque inquiet, ce qui me surprit. Sans dire un mot, il déposa un petit morceau de papier plié devant moi, puis s'éloigna rapidement. Mon cœur accéléra. J'ouvris le billet d'une main tremblante. Partez immédiatement. Il vient ici chaque semaine avec une fille différente et aucune ne revient. Mon estomac se noua et un froid glacial parcourut mon corps. Je relus le message, espérant avoir mal compris, mais les mots restaient les mêmes, lourds de menaces. Mon esprit s'emballa, cherchant une explication. Ce devait être une mauvaise blague, un malentendu. Pourtant, tout en moi criait que ce n'était pas le cas. Le comportement étrange de Marc, son silence pesant, ses regards, tout cela prenait soudain un sens sinistre. Mon cœur battait à tout rompre alors que je levais les yeux vers la porte des toilettes, me demandant combien de temps il me restait avant qu'il ne revienne. Mon esprit était en ébullition, mais je savais que je ne devais pas paniquer. Je devais agir rapidement, mais calmement, pour ne pas attirer l'attention. J'avais encore quelques secondes avant que Marc ne revienne et chaque instant comptait. Je respirais profondément, tentant de garder mon calme, puis attrapais mon sac d'une main ferme. Je jetai un coup d'œil discret autour de moi. Le restaurant n'était pas bondé, mais assez fréquenté pour que ma sortie passe inaperçue. Ou du moins, je l'espérais. Mon plan était simple. Me lever comme si de rien n'était, marcher lentement vers la porte et disparaître avant qu'il ne sorte des toilettes.
Avec un peu de chance, il ne s'apercevrait de mon absence que bien après mon départ. Je me levai doucement, sentant mes jambes trembler légèrement sous l'effet de la peur. Chaque pas vers la sortie semblait interminable. Le son de mes talons résonnait trop fort à mon goût, me faisant craindre que tout le monde me regarde. Que Marc apparaisse à tout moment. Je me rapprochais de la porte, l'air me paraissait de plus en plus lourd à mesure que je m'approchais de la sortie. Juste avant d'atteindre la poignée, un frisson glacé parcourut ma colonne vertébrale. Derrière moi, j'entendis des pas, lourds et réguliers. Ils étaient trop proches. Je ne me retournai pas, mais je savais que c'était lui. Il était sorti des toilettes et venait dans ma direction. Le billet du serveur résonnait dans mon esprit, et tout ce que je pouvais penser était « Je dois sortir d'ici maintenant ». Je franchis la porte du restaurant, l'air frais de la nuit me frappant en plein visage. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes tempes. Sans regarder en arrière, je me précipitai vers la rue, cherchant frénétiquement un taxi ou une sortie rapide. Mon instinct me hurlait de courir, mais mes jambes semblaient de plomb, comme si le danger qui planait pesait sur moi, ralentissant chacun de mes mouvements. Je finis par apercevoir un taxi garé un peu plus loin. Avec un élan de désespoir, je me jetai vers la voiture, ouvrant la portière et m'installant à l'arrière. Je claquai la porte et dis au chauffeur de partir immédiatement, ma voix tremblante. Alors que le taxi démarrait, je jetai un dernier regard vers la porte du restaurant. Marc était là, debout, me fixant depuis le trottoir. Son visage était impassible, mais ses yeux étaient remplis d'une froideur glaçante. La voiture s'éloignait et je sentais la tension dans mon corps se relâcher lentement, mais un sentiment de malaise profond persistait. Qui était cet homme? Et qu'était-il arrivé à toutes ces filles dont le serveur avait parlé? J'étais sauvé, mais une partie de moi ne pouvait s'empêcher de penser que ce n'était peut-être pas fini. Dans les jours qui suivirent, je ne cessais de regarder par-dessus mon épaule, vérifiant constamment si je n'étais pas suivi. Chaque ombre me semblait menaçante. Chaque bruit dans la nuit me faisait sursauter. Peut-être qu'il n'avait pas abandonné. Peut-être qu'il attendait juste le bon moment. J'avais toujours été prudent avec les rencontres en ligne, mais cette fois, quelque chose était différent. Elle s'appelait Camille. Et dès nos premières conversations, j'ai senti une connexion particulière. Son charme et sa douceur m'ont rapidement séduit, et après plusieurs semaines à échanger des messages et à discuter au téléphone, nous avons finalement décidé de nous rencontrer en personne. L'idée d'une promenade nocturne dans un parc m'a d'abord paru étrange. Mais elle a insisté, disant qu'elle aimait la tranquillité des lieux la nuit. Le parc en question est un endroit calme, un peu à l'écart de la ville. Je n'y étais allé qu'une fois, en plein jour, et je me souvenais vaguement des sentiers entourés d'arbres imposants et de l'étang paisible au centre. La nuit, cependant, le parc avait une autre allure. Quand je suis arrivé, l'air était frais et le silence pesant, seulement brisé par le bruissement des feuilles sous mes pas. Les lampadaires étaient espacés, créant des îlots de lumière jaune dans une mer de noirceur. Je l'attendais près de l'entrée, un peu nerveux, jetant des coups d'œil autour de moi. À cette heure-là, il n'y avait pratiquement personne. J'avais toujours été légèrement mal à l'aise avec l'obscurité, mais l'idée de la voir me rassurait. Et puis, je l'ai aperçue. Camille est arrivée, souriante, belle comme sur ses photos. Elle portait un manteau long, ses cheveux bruns flottant légèrement dans la brise. Son visage éclairé par la lueur du lampadaire me paraissait encore plus fascinant. Elle s'est approchée, et après un bref échange de salutations, nous avons commencé à marcher. Au début, tout semblait normal. Nous parlions de choses banales, de nos vies, de nos centres d'intérêt. La conversation était fluide, agréable, et je commençais à me détendre. Mais au bout de quelques minutes, Camille a brusquement changé de sujet. Elle a mentionné, presque en passant, que plusieurs personnes avaient disparu dans ce parc. J'ai d'abord pensé qu'elle plaisantait pour me taquiner, alors j'ai ri doucement. Mais elle, non. Son regard s'est assombri et elle a commencé à raconter des histoires. Des détails précis, comme si elle les connaissait personnellement. Des hommes, des femmes, même un adolescent,
tous disparu sans laisser de traces. Elle m'a dit qu'ils avaient été vus pour la dernière fois ici, sur ces mêmes sentiers que nous arpentions. Ce qui me perturbait, c'est qu'elle parlait de ces événements avec une telle assurance, comme si elle était au courant de quelque chose que les autres ignoraient. Je lui ai demandé, sur un ton léger, comment elle pouvait connaître autant de détails. Elle m'a simplement répondu « J'ai mes sources ». Ce n'était pas vraiment une réponse, mais je n'ai pas insisté. À ce moment-là, je commençais à me sentir mal à l'aise. J'ai tenté de changer de sujet, de parler de quelque chose de plus léger, mais elle est revenue inlassablement sur ces histoires macabres. Ces mots semblaient glisser sur moi, laissant une impression de malaise que je ne pouvais ignorer. L'atmosphère du parc devenait de plus en plus oppressante. Les arbres qui nous entouraient, que j'avais trouvés majestueux à l'arrivée, me donnaient maintenant l'impression d'être observé. Le silence de la nuit, autrefois apaisant, semblait lourd, presque menaçant. Alors que nous marchions, l'ambiance autour de nous devenait de plus en plus étrange. Les lampadaires semblaient éclairer de moins en moins, comme si leur lumière était étouffée par l'obscurité qui nous entourait. Le vent, auparavant léger, s'était transformé en une brise glaciale qui me donnait des frissons. Il n'y avait plus aucun bruit d'animaux, pas de cris d'oiseaux, ni le moindre bruissement dans les buissons. C'était comme si le parc retenait son souffle. Je commençais à ressentir une sorte de pression, un poids invisible qui s'installait sur mes épaules. Mes instincts me criaient que quelque chose n'allait pas, que cette promenade n'était plus une simple sortie nocturne. À un moment donné, j'ai jeté un coup d'œil furtif à Camille. Elle continuait à marcher calmement, comme si elle ne remarquait pas cette transformation inquiétante. Son visage était toujours aussi impassible, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur que je n'arrivais pas à déchiffrer. Je tentais de maintenir la conversation, mais mes mots sonnaient faux, creux. Mon esprit était ailleurs, focalisé sur une sensation que je ne pouvais expliquer, celle d'être observé. J'avais l'impression que quelque chose ou quelqu'un nous suivait. À chaque pas, je sentais une présence, invisible mais palpable, dans les ombres autour de nous. Puis, je l'ai vue. Une silhouette là-bas, à la lisière des arbres, immobile. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai hésité à en parler à Camille, pensant que peut-être je devenais paranoïaque. Mais quand j'ai osé mentionner la silhouette, elle s'est simplement tournée vers moi avec un petit sourire et a murmuré « Je te l'avais dit, le parc a ses secrets ». C'est alors qu'elle a regardé vers les arbres, là où j'avais vu la silhouette, et en souriant, elle a dit doucement « C'est lui ». À cet instant, un frisson glacé m'a parcouru l'échine. C'est lui. Ces mots résonnaient dans ma tête, et leur signification commençait à me terrifier. Qui était-il? Que voulait-elle dire? Mon instinct me criait de partir, de fuir le plus loin possible, mais mes jambes semblaient enracinées au sol. Je fixais la silhouette qui, étrangement, semblait se rapprocher lentement, presque imperceptiblement, comme si elle glissait entre les arbres. J'ai tourné la tête vers Camille, espérant y trouver des réponses, mais son sourire était devenu quelque chose de plus sinistre, presque complice. Elle n'avait pas peur, au contraire, elle paraissait sereine, comme si elle attendait ce moment depuis le début. Chaque muscle de mon corps était tendu, prêt à réagir, mais mon esprit était submergé par une multitude de questions. Pourquoi ne semblait-elle pas perturbée? Était-elle liée à cette chose dans les bois? Une partie de moi refusait de croire à ce qui se déroulait sous mes yeux. La silhouette, toujours floue dans la pénombre, avançait lentement mais sûrement vers nous. Plus elle se rapprochait, plus je pouvais distinguer sa forme. Ce n'était pas un animal, ni une personne que je pouvais reconnaître. Sa démarche était irrégulière, presque mécanique, et l'air autour de nous semblait s'épaissir, rendant chaque respiration plus difficile. Le bruit de ses pas, à peine audible au début, résonnait désormais clairement dans le silence oppressant du parc. Je me suis tourné une nouvelle fois vers Camille, et cette fois, j'ai osé poser la question qui me brûlait les lèvres. « Qui est-ce » Elle m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais, un mélange de pitié et d'amusement. « Tu verras » a-t-elle chuchoté, sa voix étrangement douce. Puis, sans un mot de plus, elle a fait un pas en arrière, me laissant seul face à cette chose qui approchait inexorablement. Mon cœur battait à tout rompre. Camille s'était éloignée,
se fondant dans l'obscurité comme si elle faisait partie du décor. J'étais seul, face à cette silhouette qui continuait de s'approcher. Chaque pas qu'elle faisait résonnait dans l'air silencieux, et plus elle avançait, plus je pouvais percevoir ses contours avec clarté. Ce que je voyais me glaçait le sang. La forme humanoïde n'était pas naturelle. Ses membres semblaient tordus à des angles impossibles, et son visage, partiellement dissimulé par l'ombre des arbres, était méconnaissable, comme s'il avait été déformé par quelque chose d'inconnu. Mais ce qui me terrifiait le plus, c'étaient ses yeux. Brillant dans l'obscurité, il me fixait intensément, rempli d'une intention que je n'osais pas comprendre. Je voulais fuir, courir, mais mes jambes refusaient de bouger. Chaque fibre de mon corps était figée par la peur. La créature était maintenant à quelques mètres de moi. Je pouvais sentir une odeur âcre, comme de la chair brûlée, se répandre dans l'air autour de nous. Ses pas étaient devenus irréguliers, et je pouvais entendre un faible râle sortir de sa gorge, un son qui semblait se mélanger à la brise froide de la nuit. Puis, soudain, tout s'est arrêté. La silhouette s'est immobilisée juste devant moi. Pendant un instant qui me parut une éternité, nous nous sommes regardés. Elle ne bougeait plus, mais je pouvais sentir sa présence écrasante peser sur moi. J'ai voulu crier, appeler à l'aide, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. C'est alors que j'ai senti quelque chose derrière moi. Avant même de pouvoir me retourner, j'ai entendu la voix de Camille, douce mais terrifiante. « Il est temps. » Puis tout est devenu noir. J'avais passé des semaines à discuter avec lui en ligne, et tout semblait si parfait. Il était intelligent, drôle, et il semblait réellement s'intéresser à moi. Alors, quand il m'a proposé un dîner chez lui, je n'ai pas hésité longtemps. J'étais nerveuse, bien sûr. Qui ne le serait pas à l'idée de rencontrer quelqu'un en personne pour la première fois? Mais l'excitation surpassait mes doutes. Il avait l'air tellement charmant, et puis, ses messages étaient toujours remplis d'attention et de respect. Ce soir-là, je me préparais avec soin, je voulais que tout soit parfait. Ma robe préférée, légèrement élégante, mais pas trop formelle, mes cheveux soigneusement arrangés et un maquillage discret. Je me sentais belle, confiante. Sur le chemin, je me répétais que c'était probablement le début de quelque chose de merveilleux. Peut-être enfin l'homme que j'attendais depuis si longtemps. En arrivant devant sa maison, j'ai été impressionné. C'était une grande maison, presque une petite villa, légèrement en retrait de la route principale, entourée d'arbres. Le genre de maison que l'on imagine dans les magazines de décoration. Les lumières à l'intérieur créaient une atmosphère chaleureuse, et il m'attendait déjà à la porte, un sourire charmant aux lèvres. Tout semblait si parfait, presque trop parfait. Quand il m'a fait entrer, j'ai immédiatement remarqué l'attention aux détails dans la décoration. Des meubles anciens, des œuvres d'art soigneusement disposées, tout témoignait d'un goût raffiné. « Fais comme chez toi », m'a-t-il dit en souriant, sa voix basse et apaisante. J'ai souri en retour, essayant de calmer les légères vagues d'anxiété qui montaient en moi. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas savoir que cette soirée allait prendre un tournant que je n'aurais jamais pu imaginer. Il m'a invité à m'installer dans le salon pendant qu'il finissait de préparer le dîner. Je me suis assise sur un canapé en cuir, admirant encore une fois la beauté de l'endroit. Les murs étaient couverts de tableaux et de photographies anciennes, encadrés de bois sombres, ce qui donnait à la maison une allure intemporelle. Tout respirait le luxe, mais aussi quelque chose de plus lourd. Un sentiment que je n'arrivais pas à définir. Une sorte de malaise subtil qui s'infiltrait doucement dans l'air. En jetant un coup d'œil autour de moi, je me suis approché d'une grande cheminée où étaient disposés plusieurs cadres de photos. C'étaient des portraits de femmes, toutes jeunes, souriantes. Leur beauté était frappante, mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'étaient leurs yeux. Il y avait dans leur regard quelque chose de dérangeant. Un éclat de peur, peut-être? Je me suis dit que j'étais sûrement en train de me faire des idées. Après tout, c'était peut-être juste la façon dont la lumière jouait sur le verre des cadres. Pourtant, une certaine tension ne me quittait plus. Je me suis levé pour marcher un peu, explorant discrètement les autres pièces. À chaque coin, il y avait ces mêmes photos, des femmes différentes, mais toutes avec cette même expression étrange. Le malaise en moi grandissait.
mais je ne voulais pas paraître impoli ou paranoïaque. C'est une coïncidence, me disais-je. Peut-être qu'il aimait simplement immortaliser ses souvenirs avec ses anciennes compagnes. Lorsque je suis revenu dans le salon, il était là, debout, me regardant calmement. Son sourire était toujours aussi poli, mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de plus profond, une lueur que je n'arrivais pas à déchiffrer. Son regard m'a figé sur place pendant un instant. J'ai essayé de sourire pour dissiper le malaise qui montait en moi, mais mes pensées tournaient de plus en plus autour de ces photos. Chaque femme avait un visage qui semblait me hanter, et le souvenir de leurs yeux me collait à la peau. Je sentais quelque chose clochait ici, mais j'essayais de rester rationnel, de ne pas me laisser emporter par mes premières impressions. « Tu sembles troublé », m'a-t-il dit d'une voix douce, brisant le silence. Je me suis forcé à rire légèrement, secouant la tête. « Oh, non, tout va bien », ai-je répondu, un peu trop rapidement peut-être. Je savais que je mentais. Il s'est approché doucement, les mains dans les poches, et a jeté un coup d'œil aux photos derrière moi. « Ah, je vois que tu regardes mes souvenirs », dit-il, en hochant la tête, comme s'il s'agissait de simples anecdotes. Mais ce qu'il a dit ensuite m'a glacé le sang. « Ce sont mes ex-petites amies », dit-il calmement, presque avec nonchalance. Mon sourire s'est figé. Elles aussi trouvaient la maison étrange au début. Il a marqué une pause, ses yeux fixés sur moi, comme s'il attendait ma réaction. Mon cœur a commencé à battre plus vite, une peur instinctive montant en moi. Je ne pouvais pas détourner le regard de lui, essayant de comprendre si c'était une mauvaise blague. Mais il n'en avait pas fini. Elles ont toutes disparu, peu de temps après, a-t-il ajouté, son sourire s'élargissant légèrement. Son ton était si posé, si serein, comme s'il parlait de quelque chose de tout à fait banal. Mon estomac s'est noué. J'ai ressenti un frisson glacé descendre le long de ma colonne vertébrale. C'était comme si la pièce s'était refermée sur moi, l'air devenant plus dense, plus oppressant. Je savais à cet instant que quelque chose de terriblement mauvais se cachait sous cette façade parfaite. Le danger était réel, et je devais garder mon calme. Je pouvais sentir mon souffle s'accélérer, mais je me forçais à rester calme, à ne pas montrer la panique qui commençait à envahir chaque fibre de mon corps. Mon esprit cherchait désespérément une issue, mais mes pensées étaient embrouillées par la peur. Je ne pouvais pas simplement me lever et partir sans éveiller ses soupçons, pas après ce qu'il venait de dire. Je devais jouer la comédie, lui faire croire que je n'étais pas perturbé par ses paroles. Disparu? Comment ça, disparu? J'ai essayé de garder ma voix aussi légère que possible, même si elle tremblait légèrement. Il m'a regardé avec un sourire énigmatique, comme s'il savourait ma confusion. « Personne ne sait », a-t-il répondu. Un jour, elles étaient là, et le lendemain? Plus rien. Il haussa les épaules comme si c'était un mystère qu'il avait appris à accepter. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Je jetais des coups d'œil rapides autour de moi, cherchant discrètement des indices sur une possible sortie. La porte d'entrée était trop loin, et il se tenait entre moi et la seule issue visible. Je me levai lentement, prétextant vouloir admirer une autre photo de plus près, mais en réalité, je cherchais une opportunité. « C'est étrange », dis-je doucement, essayant de maintenir une façade neutre. « Elles sont toutes si belles. » Il s'approcha de moi, doucement, presque trop doucement. « Oui, elles l'étaient », murmura-t-il, sa voix devenant plus basse, plus intime. Je sentais sa présence derrière moi, trop proche, et un frisson parcourut ma peau. Je savais que je n'avais pas beaucoup de temps. Il allait passer à l'action, j'en étais sûr. Mon instinct me hurlait de fuir, mais je devais choisir le bon moment. La tension dans l'air était palpable, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Je devais trouver un moyen de sortir de là, et vite. Je savais que le moment de fuir approchait, mais chaque seconde passée à attendre la bonne occasion me paraissait interminable. Il était maintenant tout près, si proche que je pouvais sentir son souffle dans mon cou. Mon esprit travaillait à toute allure, cherchant un plan, n'importe quel échappatoire. Je pris une grande inspiration, essayant de ne pas céder à la panique qui montait en moi. D'un mouvement lent et mesuré, je tournai légèrement la tête pour lui adresser un sourire forcé. « Tu sais, je crois que j'ai laissé quelque chose dans ma voiture, » dis-je, espérant qu'il m'accorderait une chance, un bref instant pour m'éclipser.
Mais son sourire s'élargit et ses yeux se plissèrent avec une malice froide. « Non, tu n'as besoin de rien dehors. Tout ce dont tu as besoin est ici, avec moi, murmura-t-il. Mon cœur s'emballa. C'était maintenant ou jamais. Avant qu'il ne puisse réagir, je fis volte-face brusquement et me ruai vers le couloir. Je l'entendis crier derrière moi, le bruit de ses pas lourds résonnant à mes oreilles. L'adrénaline me poussait à courir plus vite que je ne l'avais jamais fait, mes jambes tremblantes mais résolues à me sauver. Le salon défilait à toute vitesse autour de moi alors que je cherchais frénétiquement la porte d'entrée. Mais en arrivant au bout du couloir, je fis face à une vision d'horreur. La porte d'entrée était verrouillée par un lourd cadenas, impossible à ouvrir sans la clé. Derrière moi, ses pas se rapprochaient de plus en plus. J'avais à peine quelques secondes avant qu'il ne m'attrape. Désespéré, je scrutais la pièce du regard et repérais une fenêtre légèrement entr'ouverte. Sans réfléchir, je me précipitai vers elle, forçant mes doigts à déverrouiller les loquets. Je pouvais l'entendre. Il se rapprochait. Il riait maintenant, un rire glacial qui résonnait dans la maison vide. « Tu ne peux pas t'échapper » cria-t-il. Mais je n'avais pas d'autre choix. Dans un dernier élan de survie, je forçai la fenêtre à s'ouvrir complètement et me glissai à travers l'étroite ouverture, sentant le froid de la nuit frapper mon visage. Je tombais lourdement sur le sol à l'extérieur, mes jambes douloureuses sous l'impact, mais je n'avais pas le luxe de m'arrêter. Je me redressai immédiatement et courus à travers le jardin sombre, mon souffle saccadé et mes mains tremblantes. Je ne me retournai pas une seule fois. Tout ce qui comptait, c'était de mettre le plus de distance possible entre moi et cette maison maudite. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ce rendez-vous, c'était censé être une belle soirée, mais tout s'est effondré dès que nous nous sommes assis à table. Elle était distante, ses réponses étaient courtes, mécaniques, et l'atmosphère entre nous est rapidement devenue pesante. Je me suis efforcé de maintenir la conversation, mais chaque mot semblait la fatiguer un peu plus. Finalement, nous avons écourté le repas. Je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte du restaurant. Nous avons échangé des politesses froides, puis elle est partie sans se retourner. Sur le trottoir, je me suis senti vidé, comme si toute l'énergie que j'avais mise dans ce rendez-vous avait été aspirée par l'indifférence. Il faisait nuit, l'air était lourd et collant, et tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi et oublier cette soirée. J'ai levé la main pour appeler un taxi, espérant que la route me permettrait d'effacer ce mauvais souvenir. Un vieux véhicule s'est arrêté à côté de moi, les phares faiblement éclairés dans la brume du soir. Sans réfléchir, je suis monté à l'arrière. Je me suis installé dans le siège, les yeux fixés sur la ville qui défilait par la fenêtre. Je sentais encore le goût amer de l'échec. Le moteur du taxi ronronnait doucement alors que nous roulions à travers les rues sombres de la ville. Je fixais toujours le paysage extérieur, perdu dans mes pensées, quand la voix du chauffeur brisa le silence. « Alors, votre rendez-vous ne s'est pas passé comme prévu, hein » dit-il d'un ton neutre, presque désintéressé. Je fus surpris par la question. Peut-être que mon visage en disait long, ou peut-être que c'était juste une tentative maladroite de lancer une conversation. Sans y prêter trop d'attention, je répondis avec un sourire forcé. « Non, pas vraiment. Ça ne s'est pas bien terminé. » Le chauffeur hocha la tête sans un mot, comme s'il comprenait parfaitement. Après un instant de silence, il reprit la parole. « Vous êtes allé dans ce petit restaurant, là, au coin de la rue, le petit marché, c'est bien ça. » Je sentis un frisson me parcourir. Comment savait-il cela? J'avais à peine prononcé un mot depuis que j'étais monté dans ce taxi. La conversation prenait une tournure étrange, mais je tentais de rester calme. « Oui, c'est bien là. Vous le connaissez ?» Il y eut une pause. Le regard du vieil homme, visible dans le rétroviseur, semblait me scruter d'une manière dérangeante. Puis il murmura, comme si c'était une évidence. « Ah oui, je l'ai déjà emmenée là-bas. La même fille. Comment elle s'appelle déjà? Camille, c'est ça ?» Mon cœur rata un battement. Il connaissait son nom. Mon esprit s'emballait. Comment ce vieil homme pouvait-il savoir tout ça? Je me redressai sur mon siège, les mains moites, une vague d'inquiétude montant en moi. Comment vous savez ça? Demandai-je, la voix légèrement tremblante.
J'essayais de rester rationnel, de me dire que c'était une simple coïncidence, mais tout en moi criait que quelque chose n'allait pas. Le chauffeur esquissa un sourire qui semblait ne pas avoir sa place sur ce visage ridé et fatigué. Oh, je l'ai emmené aussi. Il y a longtemps. Une fille charmante, avec ce même sourire mélancolique. Vous savez, le genre de personne qui cache des choses derrière ses yeux. Je l'ai ramenée chez elle. Enfin, c'était ce qu'elle pensait. Son ton était calme, presque apathique, comme s'il parlait de la météo, mais ses mots m'étreignaient de plus en plus fort. Il continua sans que je ne puisse l'interrompre. C'était une nuit comme celle-ci. Elle avait eu un rendez-vous, mais il ne s'était pas bien passé, tout comme le vôtre. Elle est montée dans mon taxi exactement comme vous l'avez fait ce soir. Mais cette nuit-là, elle n'est jamais rentrée chez elle. Mes yeux s'écarquillèrent et un silence lourd s'installa dans l'habitacle. Je sentais mon cœur battre à toute vitesse, chaque mot résonnant comme un écho lointain. Elle a disparu cette nuit-là. Personne ne l'a jamais revue. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le souffle me manquait. J'étais figé, incapable de réagir, l'esprit tourmenté par une question. Qui était vraiment ce chauffeur? Et pourquoi me racontait-il ça? Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Le taxi continuait de rouler, mais j'avais l'impression que le temps s'était arrêté. Le silence oppressant ne laissait place qu'à la voix du chauffeur, qui semblait raconter une histoire bien plus ancienne que moi. Tout le monde a cherché Camille, poursuivit-il, sa voix se teintant d'une gravité pesante. Des affiches avec son visage souriant, des alertes à la télévision, des fouilles dans les forêts environnantes, mais rien. Comme si elle s'était volatilisée. Les enquêteurs n'ont jamais trouvé de piste. Ils ont parlé d'un homme mystérieux qu'on aurait vu avec elle cette nuit-là, mais jamais de preuves concrètes. Il marqua une pause, un soupir lourd flottant dans l'air. Des années plus tard, j'ai commencé à comprendre. Ce n'était pas juste une disparition. C'était un cycle, une sorte de malédiction qui s'accrochait à cette ville. Chaque fois qu'un homme et une femme se rencontrent, une ombre semble se dresser, attendant le moment idéal pour frapper à nouveau. Mon esprit était en émoi. Était-il possible que ce vieil homme parle d'une chose si sinistre? Je voulais lui poser des questions, mais mes mots restaient bloqués dans ma gorge. À la place, je l'écoutais, happé par son récit sombre. J'ai perdu la trace de Camille, mais je suis resté vigilant. Je vois les couples se former et se défaire, et parfois il me semble qu'il y a quelque chose qui les observe, quelque chose de très ancien. Je scrutais la route devant nous, cherchant à comprendre comment j'avais pu me retrouver dans cette situation. Chaque mot du chauffeur pesait lourdement sur mes épaules, et je me demandais, était-ce moi le prochain à disparaître? La tension dans le taxi était insupportable, et chaque seconde semblait s'étirer indéfiniment. Mon cœur battait la chamade alors que je contemplais la route sombre, réalisant que je n'étais pas simplement dans un véhicule, mais dans un piège invisible. « Écoutez, je pense que vous vous trompez, dis-je enfin. Ma voix tremblante. Je ne suis pas là pour ça. Je veux juste rentrer chez moi. » Je tentais d'ouvrir la porte, mais était verrouillée. Mon pouls s'accéléra, une panique sourde m'envahissant. Le chauffeur se mit à sourire, mais ce n'était pas un sourire amical. « Vous ne pouvez pas partir, pas encore. Vous devez comprendre ce qui se joue ici. Chaque fois que je prends un passager comme vous, je me demande si cette nuit sera la dernière pour quelqu'un. » Je ne savais pas quoi dire. Une peur glaciale s'installa dans ma poitrine alors qu'il poursuivait. « Vous êtes déjà impliqué. Une fois que vous entrez dans ce cycle, il est difficile d'en sortir. » Dans un élan désespéré, je tentais de frapper la vitre. « Laissez-moi sortir. Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Le chauffeur ne répondit pas. Il continuait de conduire, comme si ma détresse était insignifiante à ses yeux. Soudain, je remarquai quelque chose d'étrange. En regardant par la fenêtre, je vis des ombres danser dans la pénombre. Des silhouettes se dessinaient dans les coins de ma vision, comme si le monde autour de nous s'éveillait, révélant des formes et des visages d'êtres qui n'étaient plus là. Paniqué, je réalisais que je devais agir. Il me fallait une issue, une chance de m'échapper avant que ce chauffeur ne me mène au même destin que Camille. Je devais trouver un moyen de briser ce cycle. « Si je peux juste descendre, je vous promets de ne jamais parler de ça, » lançai-je, l'espoir s'accrochant désespérément à mes mots.
Mais à ce moment-là, le taxi ralentit et j'entendis un murmure, faible mais distinct. Trop tard. Mon cœur s'arrêta alors que je compris que quel que soit l'endroit où il m'emmenait, je pourrais ne jamais en revenir. Je me souviens encore de cette soirée, comme si c'était hier. Nous venions de terminer un dîner dans ce restaurant chic au sommet de l'un des plus hauts immeubles de la ville. C'était notre premier rendez-vous. Clara, c'était son nom. Elle avait ce sourire discret mais captivant, et une manière de parler qui vous mettait instantanément à l'aise. Nous avions discuté de tout et de rien, du travail, de nos voyages, de nos films préférés. Il y avait quelque chose de facile entre nous, une connexion qui, à ce moment-là, me paraissait presque naturelle. Après le repas, nous avons décidé de descendre ensemble. Le restaurant était au 40e étage, et les ascenseurs, modernes et silencieux, offraient une vue imprenable sur la ville. J'ai toujours aimé cette sensation de descendre doucement, comme si le monde entier glissait sous nos pieds. Clara s'était approchée des portes vitrées, observant les lumières de la ville. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» m'avait-elle dit, son visage éclairé par les reflets des gratte-ciel. Nous avons attendu l'ascenseur en silence pendant quelques secondes, jusqu'à ce que les portes s'ouvrent devant nous dans un léger sifflement. Nous sommes entrés, seuls dans cette cabine spacieuse. Le calme régnait, seulement perturbé par le bourdonnement presque imperceptible du mécanisme qui nous emportait vers le bas. J'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée et l'ascenseur a commencé sa descente sans à-coups. C'est là que les choses ont commencé à changer. Au début, c'était subtil. Une légère vibration, comme un frémissement dans l'air, mais je n'y ai pas prêté attention. Clara, elle avait cessé de parler, fixant le sol d'un regard vague. Peut-être que la soirée l'avait fatiguée. Je me suis dit qu'elle n'était peut-être pas à l'aise dans les ascenseurs, alors j'ai essayé de relancer la conversation, de faire une petite blague pour détendre l'atmosphère. Mais elle n'a pas réagi. Les lumières ont alors commencé à clignoter. Je me suis tourné vers elle, un sourire forcé aux lèvres. Pas de panique, ça arrive parfois dans les vieux immeubles, ai-je dit, même si, au fond de moi, une légère inquiétude commençait à poindre. Les lumières ont continué à clignoter de manière irrégulière, projetant des ombres étranges sur les parois de l'ascenseur. J'ai ressenti un frisson parcourir ma colonne vertébrale, mais j'ai tenté de rester calme. Clara, en revanche, semblait de plus en plus absente. Elle avait cessé de me regarder et fixait désormais un point invisible devant elle, les lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si elle murmurait quelque chose. Un sentiment d'oppression envahissait l'air, comme si l'espace autour de moi se réduisait. Je me suis reculé instinctivement, mes yeux cherchant une issue, une explication rationnelle. Mais rien dans cette situation n'avait de sens. Ce n'était plus juste une panne d'ascenseur. Il y avait autre chose ici avec nous. Une présence que je ne pouvais pas voir, mais que je ressentais clairement. Elle était là, tapie dans les ombres créées par le clignotement des lumières. Je pouvais presque sentir son souffle froid sur ma nuque. Chaque fibre de mon être me criait de fuir, de sortir de cet endroit. Mais comment? Les portes étaient fermées, et nous étions coincés entre deux étages, suspendus dans un espace où la réalité semblait se distordre. Clara, ou ce qu'elle était devenue, continuait de murmurer, sa voix se fondant dans le bourdonnement angoissant de l'ascenseur. Je me suis approché des portes, tentant de les forcer à s'ouvrir, mais elles ne bougeaient pas d'un pouce. Derrière moi, les murmures de Clara s'intensifiaient, remplissant l'espace de cette répétition obsédante. Il est ici, nous ne pouvons pas sortir. Le clignotement des lumières s'intensifiait encore, rendant l'atmosphère presque irrespirable. Chaque flash révélait Clara dans une posture différente, comme si elle se déplaçait sans vraiment bouger. À chaque battement de lumière, elle était un peu plus proche de moi. Mon corps était pris de frissons, et mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. J'essayais de garder mon calme, mais quelque chose de profondément anormal se passait, et ma peur devenait incontrôlable. Soudain, les lumières se sont éteintes complètement. L'obscurité nous a enveloppés, et pendant une fraction de seconde, je n'entendais plus que ma propre respiration lourde. Les murmures avaient cessé, et le silence qui s'installait était plus effrayant encore. Je me suis figé, incapable de bouger. Puis,
dans ce noir total, j'ai senti une présence tout près de moi, un souffle glacé contre ma peau. D'un coup, les lumières sont revenues, et Clara se tenait maintenant tout contre les portes de l'ascenseur, son visage tourné vers moi. Mais ses yeux étaient vides, comme des orbites sans âme, fixant quelque chose derrière moi. Elle ne murmurait plus, mais un sourire tordu se dessinait sur ses lèvres. Je n'avais jamais vu un sourire pareil, et cela m'a glacé jusqu'aux os. J'ai fait un pas en arrière, mon dos heurtant la paroi de l'ascenseur. C'est alors que, dans un grincement métallique, les portes ont commencé à s'ouvrir lentement. Je n'avais aucune idée de ce qui se trouvait de l'autre côté, mais une partie de moi savait que je devais sortir, peu importe où cela menait. Je me suis précipité vers l'ouverture, mais en un instant, Clara a disparu. Je me suis retourné, cherchant partout dans l'ascenseur. Comment pouvait-elle avoir disparu aussi soudainement? Elle était là une seconde auparavant, et maintenant? Rien. Le vide. Les portes étaient ouvertes, mais la peur m'empêchait de franchir le seuil. C'était comme si quelque chose de bien pire m'attendait au-delà de cette ouverture. L'air froid qui s'engouffrait par les portes ouvertes me ramenait à la réalité, mais la disparition de Clara continuait de me hanter. Tout s'était passé si vite. Un instant elle était là, murmurant, étrange, et l'instant d'après, plus rien. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Je n'osais pas sortir de l'ascenseur. Quelque chose me retenait. Une force invisible qui semblait me prévenir d'un danger imminent. Mais rester là dans cette cabine où tout s'était détraqué me paraissait tout aussi insensé. J'ai pris une profonde inspiration et ai fait un pas hésitant vers la sortie. Le couloir devant moi était étrangement désert, baigné d'une lumière blafarde et silencieuse. Mes jambes tremblaient sous moi, mais je devais sortir de cet ascenseur maudit. J'ai franchi le seuil, mais au moment où mes pieds ont touché le sol, j'ai entendu derrière moi un son métallique, comme un gémissement lointain de l'ascenseur. Je me suis retourné, espérant voir quelque chose, une explication, peut-être même Clara réapparaissant. Mais les portes se sont fermées brutalement devant moi, me laissant seul dans ce long couloir. Je me suis mis à marcher, essayant de rationaliser ce qui venait de se passer, mais tout me semblait flou, irréel. Je devais aller à la réception, appeler de l'aide, prévenir quelqu'un. Pourtant, plus j'avançais, plus une étrange sensation de désorientation m'envahissait. Le couloir semblait sans fin. Aucune porte, aucune sortie, juste cette lumière froide et ce silence oppressant. C'est alors que je l'ai entendu à nouveau. Un murmure, faible, mais distinct. Il est ici, nous ne pouvons pas sortir. C'était la voix de Clara. Elle résonnait derrière moi, comme un écho perdu dans le vide. Je me suis retourné, le cœur battant à tout rompre, mais il n'y avait personne. Seulement le couloir vide. J'ai couru comme si ma vie en dépendait, mais le murmure me poursuivait, se rapprochant de plus en plus. Mes jambes devenaient lourdes, comme si l'air lui-même s'épaississait, m'empêchant d'avancer. Et puis je l'ai vue. Au bout du couloir, une silhouette sombre se tenait là, immobile. Elle me fixait. Ce n'était pas Clara, c'était autre chose, quelque chose d'inconnu, d'incompréhensible. Le murmure s'est transformé en un grondement sourd, et j'ai senti une vague de terreur m'envahir. Avant que je puisse réagir, tout est devenu noir. Je m'étais inscrite sur cette application de rencontre un peu par curiosité, sans vraiment penser que ça mènerait à quelque chose de sérieux. Pourtant, quand j'ai commencé à parler avec Mathieu, quelque chose a cliqué. Il était charmant, drôle, et semblait sincèrement intéressé par moi. Pas comme ces autres gars qui te bombardent de compliments vides dès le premier message. Après quelques jours d'échange, il m'a proposé de nous rencontrer. Honnêtement, j'étais un peu nerveuse, mais curieuse de voir si cette connexion virtuelle pouvait se traduire dans la vraie vie. Nous avons décidé de nous retrouver dans un petit café, un endroit calme, pas trop bondé, où je pourrais me sentir à l'aise. Dès que je l'ai vu, j'ai été soulagé. Il ressemblait à ses photos, ce qui est déjà un bon point. On a passé la soirée à discuter de tout et de rien, nos passions, nos familles, ce que nous aimions faire pendant notre temps libre. Il avait cette façon de me mettre à l'aise, de faire des blagues qui me faisaient rire malgré moi. Le rendez-vous s'est déroulé sans accroc, et avant que je ne m'en rende compte, des heures avaient passé. Il m'a raccompagné jusqu'à ma voiture, et avant de partir, il m'a lancé un sourire,
et m'a dit qu'il avait passé une excellente soirée et qu'il aimerait me revoir bientôt. Moi aussi, je me suis surprise à espérer une deuxième rencontre. En rentrant chez moi, j'étais encore sous le charme. La soirée avait été simple mais agréable et je me sentais de bonne humeur. Quelques minutes après être arrivé chez moi, j'ai reçu un message de Mathieu. « Merci pour cette belle soirée. J'aimerais beaucoup te revoir bientôt. » J'ai souri en lisant ces mots, contente de savoir qu'il avait ressenti la même chose que moi. Tout semblait si bien commencer. Quelques heures après avoir reçu son premier message, j'étais déjà en train de me détendre sur le canapé, repensant à notre soirée. Je zappais entre deux séries, le sourire encore accroché aux lèvres, quand mon téléphone vibra à nouveau. Pensant que c'était peut-être encore Mathieu, j'ai pris mon téléphone, curieuse de voir ce qu'il pouvait bien dire cette fois. En ouvrant le message, j'ai ressenti une sorte de malaise. « Je suis coincé dans ton sous-sol, s'il te plaît. Aide-moi. » J'ai cligné des yeux, incrédule. C'était quoi ça? Une blague? Je me suis dit qu'il devait tenter de faire de l'humour, peut-être un peu maladroitement. J'ai souri nerveusement, mais au fond, quelque chose me dérangeait. Ce n'était pas le genre de message auquel je m'attendais, surtout après un premier rendez-vous aussi normal. Et puis, sous-sol, j'en avais même pas vraiment, juste une petite cave pour entreposer des vieilleries dont je ne me souciais jamais. Je suis resté quelques secondes à regarder l'écran, incertaine de la marche à suivre. Devais-je répondre, lui dire que ce n'était pas drôle, ou simplement l'ignorer et passer à autre chose? Finalement, j'ai décidé de ne pas répondre. Peut-être qu'il plaisantait simplement, et je n'avais pas envie de montrer que cela m'avait dérangé. En posant mon téléphone, un léger frisson me traversa, mais je me dis que j'étais juste fatigué. C'était probablement une mauvaise tentative d'humour, rien de plus. Pourtant, une part de moi continuait à ressasser ce message étrange, même si je tentais de l'ignorer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une sensation étrange, comme un léger poids sur la poitrine, mais je ne savais pas vraiment pourquoi. Le message de la veille me revenait en tête, mais je l'ai rapidement balayé de mon esprit. Ce n'était rien, juste une mauvaise blague, et je n'allais pas me laisser affecter par ça. Alors, je suis allé dans la cuisine pour me faire un café, essayant de me concentrer sur ma journée. C'est à ce moment que la sonnette de la porte a retenti, brisant le calme matinal. Sur le coup, je me suis figé. Il était encore tôt, qui pouvait bien sonner à 7 heures. J'ai regardé l'horloge, 8 heures du matin. Mon cœur s'est légèrement accéléré, mais j'ai fini par me diriger vers la porte. En l'ouvrant, j'ai été accueilli par 2 policiers en uniforme, leur expression sérieuse et tendue. « Bonjour, mademoiselle. Nous sommes désolés de vous déranger à une heure aussi matinale, mais nous avons quelques questions à vous poser au sujet de Mathieu Dubois. Vous le connaissez, n'est-ce pas ?» Je suis resté bouche bée, mon esprit tentant de comprendre la situation. Oui, je le connaissais bien sûr. Mais pourquoi la police me parlait-elle de lui, ici, devant ma porte? Oui, je le connais. On a eu un rendez-vous hier soir. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose. L'un des policiers prit une profonde inspiration avant de continuer. Mathieu Dubois a été porté disparu. Sa famille n'a plus de nouvelles depuis hier soir. Et la dernière localisation de son téléphone pointe ici, à votre domicile. Mon cœur a raté un battement. Pardon? Ma voix était à peine un murmure, et une vague de confusion et de peur s'empara de moi. Je sentis mes mains devenir moites, alors que les mots de l'officier résonnaient dans ma tête. Comment son téléphone pouvait-il être localisé ici? La panique a commencé à s'installer en moi, alors que les policiers me demandaient de les laisser entrer pour inspecter ma maison. Je me suis senti submergé par un mélange de confusion et d'inquiétude. J'ai à peine réussi à hocher la tête en les invitant à entrer, mon esprit tournoyant avec des pensées désordonnées. Je me suis assis sur le canapé, observant les policiers fouiller chaque pièce, cherchant des indices sur la disparition de Mathieu. Je ne pouvais m'empêcher de repenser à la soirée précédente. Tout avait été si normal, si agréable. Comment était-il possible qu'il ait disparu? La pièce était remplie d'un silence pesant, seulement rompu par le bruit des pas des agents sur le parquet. Je sentais un frisson parcourir mon échine chaque fois qu'il s'approchait d'un endroit que je pensais sûr.
L'un des policiers a ouvert la porte de ma chambre, pendant que l'autre s'intéressait au salon. J'ai ressenti une vague de chaleur dans mon ventre en pensant à mes affaires personnelles, à mes pensées les plus intimes maintenant exposées à des étrangers. En tournant la tête, j'ai aperçu le policier s'arrêter, examinant un coin de la pièce. « Avez-vous un sous-sol ou un espace de stockage ?» a-t-il demandé, son ton professionnel ne laissant transparaître aucune émotion. J'ai froncé les sourcils, le cœur battant. « Non, je n'en ai pas, juste une petite cave. » J'ai essayé de garder ma voix calme, mais je pouvais sentir l'anxiété monter. Il a échangé un regard avec son partenaire, et je savais, à cet instant, que quelque chose ne tournait pas rond. Ils ont alors décidé d'inspecter la cave, une zone que j'avais souvent négligée. Je les ai suivis, le cœur lourd et l'estomac noué, chaque pas me rapprochant d'une révélation que je redoutais. Lorsque nous sommes arrivés à la porte de la cave, un frisson m'a parcouru. La porte en bois grinça en s'ouvrant, révélant une pièce sombre et poussiéreuse. La lumière du jour peinait à pénétrer cet endroit oublié, et je pouvais sentir une atmosphère oppressante, comme si quelque chose d'invisible rôdait. Les policiers se sont avancés prudemment, leurs lampes torches balayant le sol. Je suis resté en arrière, le cœur battant à tout rompre, la voix de l'un des agents résonnant dans l'obscurité. « Nous allons devoir vérifier, juste au cas où. » J'ai senti ma respiration devenir plus rapide, un instinct de peur se manifestant dans chaque fibre de mon être. Qu'allait-il découvrir là-bas? Alors que les policiers avançaient dans la cave, je suis resté figé sur place, mon esprit débordant d'angoisse. Les ombres dansaient autour de moi, et chaque bruit résonnait comme un écho menaçant. J'avais du mal à respirer, m'imaginant déjà le pire. Pourquoi Mathieu aurait-il été ici? Et que cherchait-il à me dire avec ce message si étrange? Je me suis forcé à me concentrer, à ignorer la panique qui montait en moi. Puis, tout à coup, un des policiers a crié. J'ai sursauté, le cœur en flèche, alors qu'il appelait son partenaire. Je me suis précipité vers la porte de la cave, incapable de résister à la tentation de voir ce qui se passait. Lorsque j'ai atteint le bas des marches, mes yeux se sont élargis en découvrant une scène qui allait me hanter pour le reste de ma vie. Dans un coin de la cave, caché derrière de vieux meubles, se trouvait un sac à dos noir. L'un des agents l'a ouvert avec précaution, et mon cœur s'est arrêté. À l'intérieur, il y avait des affaires qui n'étaient pas à moi. Des vêtements, un téléphone et un carnet avec des notes griffonnées. Les policiers ont commencé à examiner le contenu du sac, échangeant des regards inquiets. L'un d'eux a soudain trouvé quelque chose qui l'a fait se redresser, le visage blême. « C'est son téléphone » a-t-il murmuré, avant d'appeler une équipe d'intervention pour qu'elle vienne immédiatement. Le temps s'est arrêté. J'étais désormais en proie à une terreur palpable, incapable de comprendre ce que je venais de découvrir. J'ai voulu me convaincre que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, que je n'étais pas impliqué dans cette histoire macabre. Mais chaque minute qui passait me montrait que ce n'était pas le cas. Les agents ont commencé à m'interroger, me bombardant de questions sur Mathieu. Ce que je savais, où il était. J'ai tenté de répondre, mais mes mots semblaient se perdre dans le chaos. J'étais une étrangère dans ma propre maison, et l'angoisse me serrait le cœur. Comment pouvais-je expliquer que tout avait commencé comme un simple rendez-vous, une soirée charmante, et maintenant cela? Alors que les sirènes des voitures de police résonnaient au loin, j'ai compris que ma vie venait de basculer dans l'inconnu. Mathieu était bien plus qu'un simple inconnu pour moi désormais. Mon cœur se serrait à l'idée qu'il pouvait être en danger, prisonnier, quelque part, et je me sentais impuissante, piégée dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.